3096 jours est le nombre exact de jours où Natacha Kampusch a été séquestrée depuis ses 10 ans par un homme du nom de Wolfgang Priklopil qui l'a enlevée alors qu'elle se rendait à l'école. Elle restera 8 ans enfermée dans une pièce secrète se trouvant dans la cave du ravisseur de seulement 5 mètres carrés. Replongeons dans l'affaire de Natacha Kampusch. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux affaires criminelles. Ça faisait très longtemps, je crois 8 mois, que je n'avais pas fait de vidéo, sorry. Pour la vidéo du jour, nous allons revenir sur l'enlèvement de Natacha Kampusch. Donc pour avoir plus de détails sur cette affaire, j'ai acheté son livre. Bon, je l'ai pas là, il est chez mon père, j'ai déménagé entre temps et je l'ai laissé là-bas. Mais je l'ai, et je l'ai lu surtout. J'ai acheté donc du coup son livre qu'elle avait publié en 2010 qui s'appelle 3096 jours, qui sont le nombre exact de jours où elle a été séquestrée. Alors montez le volume et rendez-vous dans son enfance. Natacha Kampusch naît le 17 février 1988 à Vienne, la capitale de l'Autriche. Elle a deux demi-sœurs du côté de sa mère, Brigitta Czirny, qui a 18 ans lorsqu'elle accouche de sa première fille. À 19 ans, alors qu'elle est enceinte de la seconde, elle divorce. C'est à 35 ans que Brigitta se remet en couple avec Ludwig Koch Jr., qui devient le père de Natacha, née 3 ans plus tard. L'enfance de celle-ci est plutôt heureuse jusqu'à la séparation de ses parents. Sa mère ne supportant plus que son ex-compagnon passe son temps dans les bistrots avec Natacha, qui est alors âgée de seulement 5 ans à ce moment-là. Selon d'ailleurs cette dernière, son père cherche à attirer l'attention en l'emmenant dans des endroits pour se mettre en avant. Il dépensait beaucoup d'argent pour acheter de belles voitures et impressionner ses amis. De plus, ses nombreuses dettes finissaient par fragiliser la famille. Natacha vivait principalement avec sa mère à Vienne, près de la station de métro Rennbahn. Alors désolée, j'avais fait LV2 espagnol au collège. Elle voyait son père uniquement les week-ends. Toutefois, les relations entre Natacha et sa mère se détérioraient. Natacha racontait que sa mère l'humiliait, souvent parce qu'elle mouillait encore son lit à son âge. De plus, elle ne la soutenait pas lorsqu'elle rencontrait des difficultés à l'école et limitait même sa consommation d'eau pour éviter les accidents nocturnes. Elle devait boire très peu en journée et pas du tout le soir. Plus tard, sa mère se mit en couple avec le parrain de Natacha, que cette dernière d'ailleurs n'appréciait pas. Il la critiquait constamment sur sa maladresse, parce qu'elle faisait que tomber, etc. Quant à son père, il refit aussi sa vie avec une femme que Natacha d'ailleurs trouvait très sympathique, même si un jour, cette dernière lui lança une phrase qui la choqua profondément, du style « Je comprends maintenant pourquoi tu es si difficile, tes parents ne t'aiment pas ». Même séparés, les parents de Natacha continuaient de se disputer. Un incident d'ailleurs particulier poussa sa mère à refuser que sa fille voie de nouveau son père. Un jour, Natacha et lui étaient partis dans une maison de vacances qu'il avait achetée près de la frontière hongroise. Il devait ramener Natacha à 19 h au domicile de Brigitta car la petite avait école le lendemain. Cependant, son père la ramena avec 1h30 de retard sans même l'accompagner jusqu'à la porte de l'immeuble, ce que sa mère jugera inadmissible et dangereux. En colère, elle déclara à sa fille qu'elle ne reverrait plus jamais son père. Brigitta était de plus en plus d'ailleurs inquiète à l'idée de laisser Natacha jouer seule dans la cour de l'immeuble ou même dans le quartier. Elle redoutait encore plus de la laisser aller seule à l'école. Ainsi, chaque matin, elle déposait sa fille en voiture, bien que l'école soit de l'autre côté de la rue à moins de 5 minutes de trajet. Et à 10 ans, Natacha se sentait mal à l'aise que sa mère la dépose encore et craignait ce que les autres enfants qui se rendaient seuls à l'école pouvaient penser. Elle en parla longuement à sa mère qui finit par céder, mais le regrettera amèrement. Le jour même où Natacha alla pour la première fois seule à l'école, Brigitta ne la reverra plus pendant 3096 jours, soit plus de 8 ans. Nous sommes le 2 mars 1998. Natacha se lève, déterminée à aller seule à l'école comme une grande. Elle enfile son anorak rouge, met son cartable multicolore sur son dos et quitte l'appartement sans embrasser sa mère. Elle est encore triste et furieuse que celle-ci lui interdise désormais de voir son père. En arrivant au passage piéton, près du tramway, les larmes lui montent aux yeux en repensant à leur dispute. Elle continue à marcher en direction de l'école qui n'est plus qu'à quelques mètres. Pendant qu'elle avance, elle garde les yeux rivés au sol. Mais soudain, sans raison apparente, elle lève les yeux et aperçoit une fourgonnette blanche garée le long de la rue avec un homme à côté immobile. Un malaise la saisit immédiatement.
Elle pense à changer de trottoir, comme on l'aura appris à l'école quand une situation semble étrange. Pourtant, son envie de se sentir adulte, de ne pas céder à la peur, prend le dessus. Elle continue donc son chemin. À quelques mètres de l'homme, il la fixe droit dans les yeux. Natacha baisse les siens, prête à le dépasser et poursuivre sa route. Mais soudain, il l'attrape par la taille et la pousse violemment dans la fourgonnette, dont la portière était restée ouverte. Une fois à l'intérieur, l'homme referme la porte, monte derrière le volant et lui ordonne de s'asseoir sans bouger. Cet homme, c'est Wolfgang Priklopil. Wolfgang Priklopil est né le 14 mai 1962 à Vienne. Fils unique, il a grandi avec son père Karl Priklopil, un marchand de cognac souvent en déplacement, et sa mère Wiltraud Priklopil, vendeuse dans un magasin de chaussures. Les rumeurs disaient que son père, lors de ses voyages, trompait sa femme. Wolfgang avait seulement 24 ans lorsque son père est décédé. Il habitait au 3e étage d'un complexe populaire dans le district de Donaustadt à Vienne. Désolée. Wolfgang a suivi un apprentissage en tant qu'ingénieur en communication chez Siemens, mais son emploi n'a pas duré. Il s'est retrouvé au chômage et, sans ambition de retrouver un travail, il participait à des entretiens en faisant tout pour ne pas être embauché, jouant les incompétents pour continuer à toucher ses indemnités. En parallèle, Wolfgang était associé à un ami, Ernst Holzapfel, avec qui il rénovait des appartements. Il n'avait d'ailleurs aucun autre ami qu'Ernst. Ce dernier d'ailleurs décrivait Wolfgang comme étant quelqu'un de socialement maladroit, discret, mais fiable et correct. Enfermée dans cette fourgonnette conduite par un inconnu, Natacha comprend rapidement la gravité de la situation. Elle se rappelle avoir entendu récemment à la télévision des histoires d'enlèvement de petites filles en Autriche, mais jamais elle n'aurait pensé que cela puisse lui arriver à elle. Son esprit tourbillonne de questions. Elle s'interroge sur les intentions de cet homme. Veut-il demander une rançon ou compte-t-il l'emmener? L'incertitude l'envahit chaque minute, amplifiant son angoisse. Natacha, terrifiée, ose lui demander s'il compte abuser d'elle. L'homme impassible lui répond qu'elle est trop jeune pour cela et que ce n'est pas son intention. Peu après, il passe un coup de téléphone. Lorsqu'il raccroche, il annonce calmement qu'il va la conduire dans les bois pour la remettre à d'autres personnes et qu'il n'aura ensuite plus rien à voir avec tout ça. Ces paroles la glacent. Elle ne sait pas de qui il parle, ni ce qu'il compte faire d'elle. Son esprit s'emballe, imaginant le pire, peut-être un réseau pédo, dont elle a entendu parler, comme plusieurs autres victimes à cette époque. La fourgonnette s'arrête brusquement au milieu des bois. Le ravisseur passe un autre coup de téléphone. En raccrochant, il déclare d'un ton neutre à la jeune fille terrorisée « Ils ne viennent pas, ils ne sont pas là ». Il reprend la route sans plus d'explications. Elle, bouleversée, lui demande où il se dirige. Et il lui répond qu'ils sont à Strasshof. Arrivé à destination, l'homme jette une couverture bleue sur elle avant de la sortir du véhicule. Écrasée sous l'épaisseur du tissu, elle ne voit plus rien et se sent étouffée. Lorsqu'elle demande à aller aux toilettes, il retire la couverture, l'accompagne jusqu'à la porte et reste juste derrière elle à la surveiller. Malheureusement pour elle, la pièce est si étroite qu'aucune fenêtre ne lui permet d'espérer une fuite. Après avoir fini, elle ouvre la porte et il recouvre immédiatement de la couverture avant de la guider jusqu'à la cave. Là, il la dépose à même le sol, puis quitte la pièce. Cet endroit deviendra sa prison pendant 3096 jours. La fillette retire elle-même la couverture qui l'étouffe et découvre une pièce poussiéreuse et sombre. Quelques instants plus tard, son ravisseur revient, visse une ampoule au plafond et lui ordonne de se lever, précisant que tout se passera bien tant qu'elle suit ses instructions. Natacha tente de le persuader de la laisser partir, affirmant qu'elle ne dira rien à personne. Elle insiste que si elle s'en va maintenant, personne ne remarquera son absence et qu'elle pourra toujours prétendre avoir fugué. Elle ajoute que tant qu'il ne la garde pas pour la nuit, il ne risque rien. Elle essaie de lui faire comprendre qu'il commet une grave erreur dont il pourrait payer les conséquences, mais rien n'y fait. L'homme est catégorique. Elle passera la nuit dans cette cave. Il s'en va seul en direction de son appartement à Vienne, avant de revenir quelques temps plus tard avec un matelas étroit et inconfortable qu'il pose sur le sol. Il lui apporte aussi des petits gâteaux, mais la fillette peine à les avaler malgré le fait que c'était autrefois ses favoris. Ensuite, l'homme repart en portant avec lui le cartable de la petite. Ce sac contient ses dernières affaires personnelles ainsi que les tartines que sa mère lui avait préparées ce matin-là pour qu'elle puisse les manger à l'école. C'est le moment de dormir, la fillette avait l'habitude que sa mère lui borde au moment du coucher et souhaite retrouver cette normalité pour apaiser sa peur. Lorsque l'homme revient dans son cachot, elle lui demande s'il peut lui lire une histoire et lui faire un bisou de bonne nuit comme le faisait sa mère. Il accepte de jouer le jeu, choisit un livre de son cartable appelé « La princesse au petit pois, deuxième partie » et lui lit l'histoire. Une fois la lecture terminée, il l'embrasse sur le front et s'en va.
Même si sa peur s'est légèrement atténuée pendant ce moment-là, la petite n'arrive pas à trouver le sommeil. Cela fait maintenant plusieurs heures que la fillette a été enlevée et sa mère commence à s'inquiéter de ne pas la voir rentrer de l'école. Dans un premier temps, elle contacte la garderie, puis l'école, mais personne ne l'a vue ce jour-là. Elle décide alors de prévenir la police qui lance une opération pour retrouver la jeune fille de 10 ans et pour cela, ils vont avoir besoin de chiens qui seront mobilisés et une centaine de policiers ratissent la zone autour de l'école et du quartier, mais aucun indice n'émerge. Ils s'avancent un peu plus loin, explorant les petites rues et les jardins publics, tout en inspectant également la rive du Danube, mais sans succès. Un hélicoptère survole la ville et des affiches sont collées dans toutes les écoles et les policiers reçoivent également des appels de personnes qui pensent avoir aperçu la fillette, mais aucune des mesures n'est mise en place pour permettre de la retrouver, même un petit indice pouvant mener à elle et à son ravisseur. Le lendemain de l'enlèvement, une fillette de 12 ans se rend au poste de police pour signaler avoir vu une enfant poussée dans une fourgonnette blanche aux vitres teintées. Malheureusement, les agents ne prennent pas cette information au sérieux alors qu'il s'agissait bien de Natacha. Les recherches s'arrêtent d'ailleurs après 3 jours et ils commencent à interroger l'entourage de la petite disparue. Au cours des 4 premiers jours, 130 signalements sont effectués par des témoins affirmant avoir vu l'enfant. L'un d'eux d'ailleurs informe les policiers qu'ils pensent l'avoir vue en Hongrie, dans la ville de Sopron, où la fillette était restée là en vacances le week-end précédent son kidnapping. Donc les enquêteurs se rendent sur place pour fouiller le village et mettre sous surveillance la maison de vacances de son père. On retourne du côté de Natacha, donc le lendemain de l'enlèvement, Wolfgang rend visite à la fillette, donc elle lui pose alors plusieurs questions. Quand vas-tu me libérer ? Pourquoi tu me retiens ici ? Qu'est-ce que tu veux me faire ? Mais il ne répond jamais vraiment. Pour tenter de le faire réagir, elle essaie de lui faire peur en affirmant qu'il aura de gros problèmes avec la police, qui est déjà d'ailleurs à sa recherche. L'homme se contente de dire qu'il la libérera rapidement, puis il repart, laissant l'enfant seul dans cette cave de 5 mètres carrés pour rappel. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'elle est retenue prisonnière et Wolfgang se montre étonnamment gentil avec elle. Donc, par exemple, quand elle a faim et souhaite manger quelque chose, il lui apporte. Si elle désire boire, il s'exécute aussi et il s'occupe d'elle comme si elle n'avait que 3 ans. Donc, par exemple, lorsqu'elle demande une orange, il l'épluche et lui met directement les morceaux dans la bouche. Il lui lave d'ailleurs aussi les dents comme si elle savait pas le faire. Et de plus, il ne veut pas qu'elle mange de chewing-gum de peur qu'elle s'étouffe. Au fil des jours, ils jouent ensemble à des jeux de société comme par exemple les dames ou les petits chevaux. Pourtant, la fillette ressent toujours une peur grandissante envers ces mystérieuses personnes dont Wolfgang parle, donc celles qui seraient les commanditaires de son enlèvement. Elle redoute que, à tout moment, ces individus ne pénètrent dans son cachot pour lui faire subir des choses qu'elle n'ose même pas imaginer. Plus les jours passent, plus Wolfgang lui apporte des choses comme de nouveaux vêtements. Cependant, il est conscient que ce qu'il fait est répréhensible. Pour éviter toute preuve d'ailleurs pouvant le compromettre, il préfère brûler les vêtements et les chaussures que portait la fille le jour de son enlèvement. Ces chaussures d'ailleurs étaient le dernier cadeau que sa mère lui avait offert pour fêter ses 10 ans. Et dans un élan de naïveté et de désespoir, elle écrit une lettre à ses parents pour leur faire savoir qu'elle est en vie. Donc elle tente également de leur donner des indices sur son emplacement, mentionnant les beaux-parents de sa demi-sœur. Donc en fait, elle espère qu'une allusion à eux suffira pour qu'ils comprennent qu'elle se trouve dans la ville de Strasshof, donc ville dans laquelle les beaux-parents de sa demi-sœur habitent, et dans lequel du coup elle est retenue. Une fois la lettre terminée, elle supplie Wolfgang de la poster. Et après plusieurs arguments, il accepte, mais le lendemain, il revient avec une nouvelle alarmante. L'un de ses commanditaires lui a arraché la lettre des mains, car ces mystérieux individus ne veulent pas qu'elle ait de contact avec ses parents. Donc en gros, c'est une manipulation, bien sûr, destinée à lui faire croire que ces soi-disant commanditaires exercent une influence sur elle, mais tout en se plaçant lui comme un homme de confiance. Il lui apporte tout ce qu'elle désire pour qu'elle soit bien, même un ordinateur pour jouer à des jeux. Il prétend d'ailleurs également vouloir l'aider à prendre contact avec sa famille en essayant de poster ses lettres. Peu à peu d'ailleurs, elle gagne en autonomie, donc Wolfgang lui permet de préparer ses repas seule et lui amène une plaque de cuisson, un petit four et des casseroles. Quelques jours plus tard, alors que l'anniversaire de sa mère approche, la fillette supplie son ravisseur de lui apporter un magnétophone pour enregistrer un message. Donc après un moment d'hésitation, il finit par accepter. Donc le lendemain, elle enregistre le message suivant.
Chère maman, je vais bien, ne te fais pas de soucis pour moi. Je te souhaite un bon anniversaire, tu ne peux pas imaginer à quel point tu me manques. Wolfgang reprend ensuite l'appareil et lui promet d'appeler sa mère pour lui faire écouter cet enregistrement. Donc bien sûr, Brigitta n'entendra jamais cette bande. Plus tard, il affirme à la fillette qu'il a contacté ses parents, mais que ceux-ci ne veulent pas la récupérer, qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils sont contents même de s'en être débarrassés. Donc au début, elle doute pas de leur amour que ses parents lui portent. Cependant, plus les jours passent, sans que quiconque vienne la secourir, plus elle commence à douter de l'engagement de sa famille à la retrouver. Du côté des enquêteurs, ils attendent jusqu'au 18 mars, soit plus de 2 semaines après le signalement de la fillette ayant vu l'enlèvement de Natacha. Avant de creuser cette piste, donc ils commencent alors à vérifier les propriétaires de cette fourgonnette correspondante à la description, donc 7, le chiffre 7. Et ce n'est que 35 jours après la disparition de Natacha qu'ils rendent visite à Wolfgang Priklopil, donc qui est un possesseur d'une des fourgonnettes qui correspond au signalement, pour inspecter son véhicule. Lui, il était préparé à cette éventualité, et du coup, il avait rempli sa fourgonnette de gravats, prétendant qu'il l'utilise pour des travaux de rénovation. Les policiers prennent des photos du véhicule. Quand il lui demande ce qu'il faisait le 2 mars, jour de l'enlèvement, Wolfgang affirme qu'il a passé la journée chez lui, qu'il n'a ni témoin ni alibi, mais cela suffira aux policiers. Ils inspecteront ni la maison ni la camionnette plus en détail, s'excusent pour le dérangement et repartent sans pousser l'enquête plus loin. 6 jours plus tard, Wolfgang annonce à Natacha qu'il a perdu tout espoir de recevoir une rançon de ses parents en lui disant « Apparemment, il ne s'intéresse pas assez à toi. Tu as vu mon visage et tu me connais déjà trop bien. Je ne peux plus te libérer maintenant. Je te ramènerai jamais chez tes parents, mais je m'occuperai de toi ici aussi bien que je le pourrai. » Bouleversée, Natacha lui hurle que la police finira par le retrouver, qu'ils l'arrêteront ou même le tueront, et que si ce n'est pas elle, ce seront ses parents qui viendront. Wolfgang reste indifférent, persistant dans son mensonge. Il affirme que ses parents ne s'intéressent pas à elle et ajoute que s'ils venaient jusqu'à lui, il les tuerait sans hésitation. 2 jours plus tard, la police rend publique une information importante. Des témoins ont affirmé avoir vu une fourgonnette blanche aux vitres teintées près du quartier de Natacha le matin de son enlèvement et la plaque d'immatriculation provenait de la ville de Gazerndorf. Ganzerndorf. Ce qui est encore plus troublant d'ailleurs, c'est qu'une autre information que la police n'a pas divulguée à ce moment-là, le jour même, un maître chien avait appelé le commissariat en disant « Le 14 avril 1998, vers 14h45, un individu inconnu de sexe masculin appelle et nous informe par téléphone des faits suivants. Concernant la recherche de la fourgonnette blanche à vitres sombres dans l'arrondissement de Ganzerndorf, à propos de la disparition de Kampusch Natacha, il existe à Strasshorf, Norban, une personne qui pourrait être liée à la disparition et possède également une fourgonnette blanche de marque Mercedes à vitres teintées. Cet homme serait ce qu'on appelle un original qui aurait des difficultés extrêmes avec son environnement et des problèmes de contact. Il vivrait avec sa mère à Strasshorf Norban au 60 Hennestrasse, donc un pavillon, une maison qui serait entièrement placée sous protection électronique. L'homme aurait aussi éventuellement des armes à son domicile. Devant la zone 60 Hennestrasse, on a assez souvent vu sa fourgonnette blanche marque Mercedes, plaque d'immatriculation inconnue avec vitres entièrement teintées sur le côté et à l'arrière. Cet homme aurait été autrefois employé comme électricien des télécoms à l'usine Siemens et pourrait encore l'être aujourd'hui. Éventuellement, l'homme vit avec sa mère âgée dans cette maison et aurait, pour ce qui concerne sa sexualité, un penchant pour les enfants. On ignore si celui-ci a déjà été condamné. L'auteur de l'appel ne connaît pas le nom de l'homme, il ne le connaît que par voisinage. L'homme aurait environ 35 ans, des cheveux blonds, il mesurerait environ 175-189 cm et serait mince. L'auteur de l'appel n'a pas pu donner d'autres indications. De retour du côté de Natacha, Wolfgang devient de plus en plus strict avec elle. Donc comme elle n'a pas de fenêtre, elle ignore si c'est le jour ou la nuit. Et il installe un minuteur qui allume l'électricité à 7h du matin, bien que Natacha ne sait pas si c'est réellement l'aube ou pas, et la coupe à 20h, la plongeant entièrement dans l'obscurité. Il contrôle donc le cycle du jour et de la nuit, et non seulement la lumière disparaît, mais aussi tous les appareils électriques comme la télévision, la radio, l'ordinateur et le chauffage. Donc elle est obligée de vivre dans ces conditions avec pour seul réconfort un Walkman à pile. Toutefois, si elle l'utilise trop longtemps, il le confisque. Même chanter lui était interdit. D'ailleurs, un jour, en fredonnant une chanson qu'elle écoutait, elle perd non seulement la lumière, mais aussi son repas. Plus tard, Wolfgang installe un interphone dans sa cellule pour qu'elle puisse l'appeler, mais c'est surtout pour qu'il n'ait plus à descendre la surveiller en personne.
D'un simple bouton depuis sa maison, il lui donne des ordres ou lui pose des questions comme tu as coupé la télévision, tu t'es brossé les dents, tu t'es encore goinfré, etc. Wolfgang tenait absolument à ce que Natacha oublie ses parents, allant même jusqu'à essayer de la dégoûter d'eux. Lors de la première fête des mères, donc qu'elle passe en captivité, elle dessine un cadeau pour la sienne, mais il lui rappelle sans cesse que ses parents ne veulent plus d'elle et ne l'aiment pas. Après plus de 6 mois passés dans le cachot, il lui propose pour la première fois de monter à l'étage pour prendre un vrai bain. Mais avant de l'y emmener, il la prévient. Si tu pleures, je vais être obligé de te faire quelque chose. Toutes les portes, toutes les fenêtres sont piégées. Si tu ouvres une fenêtre, tu te fais exploser. Une fois à l'étage, Wolfgang ferme tous les stores. Natacha découvre un espace bien plus grand forcément que ses 5 mètres carrés. Mais sur le chemin vers la salle de bain, il ne cesse de lui rappeler qu'il la tuera si elle crie. Donc, terrifiée par ces menaces, elle se contente de prendre son bain sans jamais songer à s'enfuir. Le moment est bref et elle est rapidement renvoyée dans sa cellule souterraine. Par la suite, Wolfgang entreprend quelques travaux pour rendre l'endroit un peu plus vivable. Il peint les murs en rose comme elle le souhaite. À la fin de la première année de captivité, les choses évoluent légèrement, donc il lui permet de monter à l'étage toutes les 2 semaines pour prendre une douche. Parfois, il l'autorise même à rester un peu plus longtemps pour manger avec lui et regarder la télévision. En 1999, Wolfgang interdit strictement à Natacha de mentionner sa vie d'avant, donc elle ne peut plus parler de sa famille, de ses amis ou de son école. Il insiste pour qu'elle soit reconnaissante de l'avoir libérée de cette ancienne existence, lui répétant des phrases comme « Je t'ai sauvé, maintenant tu m'appartiens, tu n'as plus de famille, ta famille c'est moi, je suis ton père, ta mère, ta grand-mère et tes sœurs, je suis tout pour toi maintenant. Tu as plus de passé, tu es tellement mieux chez moi, tu as de la chance que je t'ai et que je m'occupe aussi bien de toi. Tu n'appartiens qu'à moi, je t'ai créé. » Il va même jusqu'à lui interdire de s'appeler Natacha, donc son prénom ne doit plus être prononcé, et lui propose de prendre celui de Maria en référence à ses 2 grands-mères. Mais Maria était également le 2e prénom de Natacha, alors il change d'avis pour un tout nouveau prénom car il veut entièrement effacer son identité. Et c'est justement Natacha qui feuilletait un calendrier et qui trouve le prénom Bibiane, donc celui qu'elle adoptera pour les 7 prochaines années. À la fin de l'année, pour la première fois, elle a l'autorisation de sortir à l'air libre. Donc, mais ce moment de liberté est forcément soumis à des règles strictes. Si tu pleures, je te tue. Si tu cours, je te tue. Je tuerai n'importe quelle personne qui t'entendra ou te verra si tu commets la bêtise d'attirer l'attention sur toi. Cette première sortie est une véritable bouffée d'air frais pour la petite de 11 ans qui n'a respiré jusque-là que l'air poussiéreux de sa cave, avec quelques rares moments dans la maison. L'an 2000 arrive et avec lui un événement marquant. Natacha a ses premières règles. Donc ce moment généralement partagé avec une mère ou une sœur, et elle doit les vivre seule sous l'œil de son ravisseur. Obsédé par l'idée d'ailleurs que la police puisse découvrir des traces ADN de Natacha, il prend des précautions extrêmes. Il l'oblige à s'asseoir sur des piles de journaux dès qu'elle est dans la maison, afin de laisser aucune trace. Et à mesure qu'elle entre dans l'adolescence, elle passe de plus en plus de temps hors de la cave, mais cela ne signifie pas qu'elle est libre pour autant. Elle devient progressivement son esclave, donc soumise à ses ordres constants. Il lui dicte où poser les yeux, s'il faut qu'elle reste debout ou assise. Toujours derrière elle, il vérifie que le ménage est impeccable. Pas une miette ne doit traîner, tout doit briller sous peine de sanction. Donc à cette époque, Wolfgang entreprend des rénovations dans sa maison. Et malgré ses 12 ans, Natacha est contrainte de l'aider à porter des plaques de marbre, des sacs de ciment et d'autres charges bien trop lourdes pour elle. Elle n'a pas le choix d'ailleurs parce qu'elle doit obéir, sinon il devient violent, donc aussi bien verbalement que physiquement. Un jour, alors qu'elle lui sert d'assistante pendant les travaux, il lui demande de lui passer une spatule. Malheureusement, elle lui tend le mauvais outil et en réponse, Wolfgang saisit un sac de ciment à ses côtés et lui lance dessus. Choquée, l'adolescente encaisse la douleur, tandis qu'il s'excuse aussitôt, minimisant l'incident en lui disant qu'il n'y a pas de quoi faire tout un drame. Et tout au long de la journée, il continue de s'excuser, lui offre même une glace et des bonbons, cherchant donc à se faire pardonner. Mais l'impact de cette violence reste gravé en elle, malgré ses promesses de ne plus recommencer. Malheureusement, donc c'est pas la seule fois qu'il va se montrer violent. Un autre jour, il lui demande de lui apporter quelque chose, et quand elle le fait trop lentement à son goût, il perd patience, donc furieux, il saisit un jour une lame de cutter et lui lance dessus. Donc la lame s'est plantée dans son genou, faisant couler du sang. Et plutôt que de s'inquiéter de sa blessure, sa première réaction est de lui crier « Arrête, tu fais des taches !» Natacha est complètement choquée et ressent une douleur intense.
Wolfgang, lui, la traîne dans la salle de bain pour soigner sa plaie et lui jette de l'eau froide au visage pour qu'elle cesse de hurler. De nombreux épisodes de ce type se produisent au cours des années suivantes. Elle riposte pour la première fois après un nouvel accès de violence, donc elle frappe son ravisseur au ventre, puis recommence. Donc en réponse, il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle se taise. Wolfgang réduit aussi son alimentation, donc en l'accompagnant de commentaires tels que tu bouffes tellement que tu vas me mettre sur la paille. Quand on ne travaille pas, on n'a pas besoin de manger. Une chose qui révèle bien la personnalité de Wolfgang aussi, ou plutôt son côté dérangé, c'est son admiration pour un homme dont il possède d'ailleurs un livre très cher à ses yeux. Je vous laisse deviner l'homme en question en vous donnant le titre du livre. Mein Kampf. Donc Natacha comprend qu'il admire ce personnage en l'entendant dire des choses terrifiantes comme, alors quand même trigger warning, il a eu raison de gazer les juifs. Voilà. Donc ce côté sombre apparaît également lorsqu'il se réjouit des événements tragiques du 11 septembre 2001. Au fil des semaines et des mois, l'humiliation de Natacha s'intensifie. Elle se sent faible, mais à un moment donné, la porte de sa prison s'ouvre. Wolfgang lui lance des carottes avant de refermer la porte. À cet âge, elle ne pèse que 38 kg pour 1,57 m. Et elle connaît son poids grâce à la balance dans son cachot. D'ailleurs, il y a un épisode aussi où, affamée, elle se jette sur un morceau de poisson qu'elle cuisine pour lui, mais il le lui reprend avant qu'elle ne puisse l'avaler. Elle essaie de saisir un autre morceau, mais il attrape son poignet pour lui faire lâcher. Certains petits morceaux ensuite tombent au sol et elle se jette dessus pour les manger. Wolfgang met alors sa main dans sa bouche pour lui enlever les morceaux et ensuite il la soulève, la traîne jusqu'à l'évier. Il tente de desserrer ses dents pour récupérer les restes. Et en punition, il la renferme de nouveau dans son cachot, et cela pendant 3 jours. À 17 ans, alors qu'elle travaille dans la maison, elle demande à Wolfgang d'ouvrir une fenêtre pour avoir un peu plus d'air. Pour lui, c'est une ruse pour s'enfuir, bien qu'elle lui assure que c'est pas du tout le cas. Pas convaincu, il la prend par le bras, la pousse à l'extérieur et lui crie « Vas-y, cours, va-t'en donc. Voyons voir un peu jusqu'où tu vas aller avec ton allure. » Elle est terrifiée. Plus tard, il l'emmène pour la première fois en voiture et lui martèle que si quelqu'un la reconnaît, elle doit dire qu'elle est la nièce de Wolfgang. Ils se rendent brièvement dans une forêt où elle peut sortir du véhicule quelques minutes avant de retourner directement dans son cachot ensuite. Peu de temps après, il l'emmène de nouveau hors de la maison et cette fois-ci à une droguerie. Mais il a toujours quand même quelques doutes quant à ses intentions. Il lui rappelle sans cesse que si elle parle à qui que ce soit, il les tuera tous. À l'intérieur, elle a le droit de choisir 2 articles. Elle prend donc un fard à paupières et une huile de menthe, espérant masquer l'odeur de moisi de son cachot. Une fois à la caisse, c'est la première fois qu'un étranger lui adresse la parole pour la saluer, donc depuis bien sûr qu'elle est enfermée. Natacha ne peut pas répondre et dépose simplement ses articles, mais au fond d'elle, elle est quand même heureuse. De retour à la maison, les mauvais traitements reprennent, donc avec des violences verbales et physiques quotidiennes. Une autre fois, il l'a emmenée de nouveau dans un magasin, donc toujours sur ses gardes pour s'assurer qu'elle ne tente pas de demander de l'aide. Mais contrairement aux précédentes sorties, elle va avoir un espoir de se libérer. Donc, lors d'une nouvelle sortie en voiture, un contrôle de police survient. Donc Wolfgang adopte une attitude calme et se gare sur le côté comme l'ordonne l'agent. Celui-ci lui demande ses papiers, et Natacha sait que ces hommes sont capables de l'aider, alors elle tente d'attirer leur attention en clignant des yeux et roulant des yeux. Mais le policier ne la remarque pas, donc elle envisage également de sortir de la voiture pour dire qu'elle a été enlevée, mais la peur de ne pas être crue la paralyse, et les policiers rendent les papiers à Wolfgang et qui redémarre et repart. Maintenant, ce dernier désire que leur situation devienne de plus en plus normale et décide de l'emmener au ski. Pendant qu'ils skient ensemble, l'adolescente a l'impression de retrouver un peu la liberté et à un moment, elle ressent le besoin d'aller aux toilettes. Donc Wolfgang l'y accompagne mais s'arrête devant la porte des toilettes pour femmes. Elle se retrouve donc seule dans ces toilettes et tout à coup, quelqu'un entre et c'est la première fois qu'elle se retrouve seule avec une autre personne que son ravisseur. Donc c'est le moment de tenter sa chance en parlant à cette femme, mais malheureusement, celle-ci est hollandaise et ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Donc elle quitte les toilettes et retourne avec son ravisseur. La journée se termine et elle retourne donc dans son cachot. Quelques jours plus tard, elle fête enfin ses 18 ans, cet âge où elle s'est promise de se libérer. Elle demande à son ravisseur si elle peut avoir un beau gâteau pour son anniversaire. Donc le 17 février 2006, en remontant à la maison, un magnifique gâteau l'attend décoré de bougies représentant ses 18 ans. Et quelques mois passent et Wolfgang se montre de plus en plus imprudent, surveillant de moins en moins sa petite prisonnière.
Nous sommes le 23 août 2006 et cela fait maintenant 3096 jours que Natacha est retenue en captivité. Peu de temps avant ce jour, elle avertit Wolfgang qu'elle s'enfuira tôt ou tard, mais il ne l'a pas cru. Ce matin-là, Wolfgang a décidé de se débarrasser de la fourgonnette dans laquelle il l'avait enlevée. Natacha est chargée de nettoyer le véhicule de fond en comble parce qu'il prévoit de le vendre, et Wolfgang ne la quitte pas des yeux jusqu'au moment où son téléphone portable sonne. Il s'éloigne légèrement pour répondre. La conversation semble très réjouissante, au point qu'il devient imprudent, s'éloignant de plus en plus et ne la surveillant plus. En passant l'aspirateur, Natacha commence à ressentir une montée d'anxiété. Elle sait que c'est le moment. C'est la première fois depuis sa captivité que son ravisseur ne la surveille pas. Elle hésite un instant, mais son désir de liberté qui l'a tant effrayée pendant toutes ces années reprend le dessus. Alors elle lâche soudainement l'aspirateur et court en direction du portail qui est ouvert. Elle hésite entre tourner à droite ou à gauche, mais par peur de perdre du temps, elle s'enfuit en courant le plus vite possible. Elle ne sait pas si Wolfgang lui court après, elle se retourne même pas. Et dans sa course, elle tombe nez à nez avec 3 personnes. Un jeune de 12 ans, son père et son grand-père. Elle leur crie « Aidez-moi, il me faut un téléphone pour appeler la police s'il vous plaît !» Le père de l'enfant répond « Ce n'est pas possible !» Et le grand-père ajoute qu'il s'excuse, mais il n'a pas son portable sur lui. Ils reprennent leur chemin. Les larmes aux yeux, Natacha se sent désespérée et ne sachant plus quoi faire pour obtenir de l'aide, elle tente de sonner à une maison. Mais personne ne lui ouvre. Elle continue de courir, espérant croiser quelqu'un d'autre ou sonner à une nouvelle porte. Et en s'approchant d'une maison, elle aperçoit une femme âgée par la fenêtre qu'elle a laissée ouverte. Elle s'approche, frappe sur le bois qui encadre la fenêtre et d'une voix basse lui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, appelez la police, je suis victime d'un enlèvement. » Donc, la dame, effrayée au premier abord par cet inconnu qui est dans son jardin, lui hurle « Que faites-vous dans mon jardin? Qu'est-ce que vous voulez ?» Donc, Natacha insiste « S'il vous plaît, appelez la police, venez vite, je suis victime d'un enlèvement. Mon nom est Natacha Kampusch, s'il vous plaît, appelez la police de Vienne, dites-leur qu'il s'agit d'un enlèvement. Il ne faut pas qu'ils viennent en voiture de police, je suis Natacha Kampusch. » La dame, encore perplexe, demande à cette inconnue pourquoi elle est venue spécifiquement chez elle. Et en voyant son attitude apeurée, elle lui dit d'attendre près de la haie, mais de ne pas marcher sur son gazon. Natacha réalise alors qu'elle vient de prononcer son nom pour la première fois depuis 7 ans. Les minutes passent et l'angoisse monte à l'idée de croiser Wolfgang à tout moment, jusqu'à ce qu'elle aperçoive 2 voitures de police, gyrophare allumé. Cependant, l'accueil des policiers n'est pas celui qu'elle attend. L'un d'eux lui ordonne « Restez où vous êtes et levez les mains en l'air ». En gardant les mains en l'air, elle s'explique « Mon nom est Natacha Kampusch, vous devez avoir entendu parler de mon histoire, j'ai été enlevée en 1998. » Le policier, souhaitant être sûr d'avoir bien entendu et de confirmer son identité, lui demande « Natacha, date de naissance, adresse ?» Donc elle répond « 17 février 1988, domiciliée au 27 Renbanweng, montée 38, 7e étage, porte 18. » Le policier poursuit son interrogatoire en lui demandant quand et par qui elle a été enlevée. Donc elle explique qu'elle a été enlevée en 1998, qu'elle a été séquestrée dans une maison au 60 Ennestrasse et que son ravisseur s'appelle Wolfgang Priklopil. Le policier passe alors un appel radio pour vérifier ses dires et décide d'emmener Natacha jusqu'à leur poste de police du Dutch Wagram. Une fois dans la voiture, elle réalise enfin qu'elle a réussi à tenir la promesse qu'elle s'était faite des années auparavant, elle a fui. Les policiers, convaincus de son identité sans attendre les tests ADN, essaient de la rassurer du mieux qu'ils peuvent. Malheureusement, ils ne lui laissent pas le temps de souffler et commencent à lui poser des questions dans une pièce adjacente. La voyant faible, une policière lui offre un petit morceau de pain. Se sentant plus à l'aise et en confiance face à cette femme, Natacha décide de lui raconter tout depuis le début. À la fin de son audition, la policière lui offre sa montre. Natacha, qui n'a pas vraiment eu la notion du temps durant ces 8 années, puisque son ravisseur, c'est lui qui décidait quand il faisait jour et quand il faisait nuit, elle accepte ce geste avec émotion. À ce moment-là, elle a un souhait, que son histoire ne soit pas médiatisée et que les journalistes ne viennent pas jusqu'au commissariat. Malheureusement, l'affaire est à l'ordre du jour. Une jeune femme séquestrée pendant 8 ans a réussi à s'échapper et il leur faut absolument les premières photos de Natacha depuis son retour à la liberté. Les policiers la cachent sous une couverture à sa demande et la font monter dans leur voiture pour l'emmener à la police de Vienne. C'est sur ce trajet qu'elle apprend que les forces de l'ordre se sont rendues dans la maison de Wolfgang, mais n'y ont trouvé personne. À son arrivée dans la capitale, la première personne qu'elle aperçoit est sa mère en larmes. Elle court vers sa fille et la prend dans ses bras, partageant ainsi un premier câlin entre mère et fille depuis plus de 8 ans.
mon enfant, tu es revenu, j'ai toujours su que tu reviendrais. Tu es là, Natacha, tu es là. » Derrière elle, Natacha voit ses deux sœurs, également en larmes, qui la prennent à leur tour dans les bras. Quelques instants plus tard, son père arrive et, ne pouvant croire qu'il se tient devant elle, son premier réflexe est de vérifier si c'est... Mon chat. Son premier réflexe est de vérifier si cette jeune femme a bien la cicatrice qu'elle s'était fait étant enfant. En comprenant rapidement qu'il s'agit bien de sa fille, il s'écrie « Natacha, c'est bien toi ?» 3096 jours se sont écoulés. Malheureusement, lorsque Natacha demande des nouvelles de sa grand-mère, dont elle était très proche, sa mère lui annonce avec tristesse que celle-ci est décédée 2 ans auparavant. Pour sa sécurité, la jeune adulte passe la nuit dans un hôtel où l'étage est entièrement sécurisé et gardé par 2 agents armés au cas où Wolfgang tenterait de se venger. Après y avoir passé la nuit avec une psychologue, elle est reconduite à Vienne par des policiers. La première question qu'elle pose aux policiers concerne son ravisseur et celui-ci lui répond « Oui, il n'est plus en vie, il s'est donné la mort à 20h59 à la gare du nord de Vienne en se jetant sous un train. » Ça, ce sont les dernières images prises de Wolfgang Priklopil avant qu'il saute la vie. Regardant le paysage par la fenêtre, elle pense « Wolfgang Priklopil n'existe plus, c'est fini, je suis libre. » Natacha passe les premiers jours de sa liberté à l'hôpital de Vienne, dans le département pédopsychiatrique. Ce service a pour but de l'aider à retrouver une vie normale, mais comment pourrait-elle y parvenir lorsque les médias l'empoisonnent sans cesse, cherchant la meilleure photo à publier dans leurs journaux. Certains journalistes grimpent aux arbres, d'autres osent se déguiser en infirmier pour s'approcher au plus près de cette jeune femme. Pour éviter d'ailleurs que les médias s'approprient son histoire et en modifiant certains éléments, elle décide en vain de la raconter d'elle-même 2 semaines plus tard à la télévision autrichienne dans le quotidien Kronenzeitung et le magazine News. Plus tard, Natacha hérite de la maison de Wolfgang en tant que dommage et intérêt. Bien qu'elle ne vive pas dedans, elle continue de l'entretenir pensant qu'un jour elle la vendra. Pourquoi avoir voulu cette maison? Simplement parce que beaucoup de personnes s'y rendent par curiosité, désireux de voir l'endroit où Natacha a été retenue captive. Donc elle craint également qu'un acheteur ne soit motivé par une admiration perverse. Lorsqu'elle peut retourner enfin vivre chez sa famille, elle choisit plutôt de prendre son indépendance dans son propre appartement, donc un rêve qu'elle caresse depuis son tendre enfance. Pendant les premiers mois, la population la soutienne. Certains lui proposent de l'aide pour le ménage ou la cuisine, d'autres lui offrent des vêtements. Mais Natacha refuse, elle veut simplement vivre librement selon ses propres règles. Cependant, rapidement, certains la voient comme une ingrate, lui reprochant de vendre son histoire pour gagner de l'argent qui lui aurait permis de payer son appartement. Donc on lui reproche aussi de ne pas haïr son ravisseur, de parler de lui de manière nuancée. Mais bon, pendant 8 ans, Wolfgang a été la seule personne qu'elle côtoyait et c'était également lui qui la nourrissait, donc malgré la torture. Beaucoup de gens affirment aussi que Natacha souffre du syndrome de Stockholm. Et 2 ans après sa libération, donc Natacha apprend en 2008 par le biais de l'ancien directeur général de la police judiciaire, donc Erwin Endinger, je suis désolée, je sais pas, des informations fournies par le maître chien. Donc pour rappel, ce dernier avait reçu un coup de téléphone, donc seulement quelques semaines après l'enlèvement, d'un homme qui soupçonnait Wolfgang, sans le nommer, mais en fournissant une description complète, ainsi que son adresse et des détails sur sa fourgonnette. Malheureusement, la police n'avait pas pris en compte cette information, alors qu'ils auraient pu sauver Natacha. Erwin découvre cet appel en examinant le dossier, peu après l'évasion de Natacha, et il en informe immédiatement la ministre de l'Intérieur. Cependant, celle-ci lui ordonne de ne pas en parler en raison des élections à venir. Il garde le silence du coup pendant 2 ans avant de finalement dévoiler cette information publiquement. Mais les conséquences de cette révélation ne concernant pas tant la négligence de la police que la suspicion selon laquelle Wolfgang aurait pu avoir des complices, ce qui amène la commission d'enquête à reprocher à Natacha de les couvrir. En 2010, le dossier est finalement classé, affirmant que Wolfgang Priklopil a agi seul. Depuis sa libération, Natacha se sent de plus en plus à l'aise pour raconter son histoire et accorde davantage d'interviews. Elle participe même à l'émission française On n'est pas couché. Au cours de cette émission, plusieurs questions lui sont posées, notamment sur le syndrome de Stockholm, que beaucoup lui attribuent, mais elle refuse de se reconnaître dans cette étiquette. Elle reste très proche de sa mère et de ses demi-sœurs, mais elle n'a pas vu son père pendant 2 ans pour des raisons familiales qu'on ne connaît pas. Natacha a ensuite ouvert un site web où elle partage ses écrits, ses projets et des informations sur sa vie depuis sa libération appelé Kampusch. En 2008, elle a eu son propre talk show appelé Natacha Kampusch Trifft, donc traduit par Natacha Kampusch rencontre 3 petits points, dans lequel elle interviewait divers invités sur des sujets variés. Elle a d'ailleurs eu comme premier invité le triple champion du monde de Formule 1 Niki Lauda, mais malheureusement l'émission a été annulée après seulement 3 épisodes.
Elle a écrit plusieurs livres, dont 3096 jours en 2010, qui est le livre que j'ai lu et qui m'a permis d'écrire cette vidéo. C'est d'ailleurs pour promouvoir cet ouvrage qu'elle a été invitée à On n'est pas couché. Ensuite, 10 ans de liberté, mon combat pour survivre en dehors de la cave en 2016. En 2019, Cybernader, discrimination sur Internet, dont elle est victime depuis son évasion jusqu'à maintenant. Montrer sa force, stratégie d'adaptation pour une vie pleine d'énergie en 2022. Et l'année suivante, comment j'ai survécu à 8 ans de captivité, puiser la force dans la période la plus sombre de ma vie. En 2013, elle reconnaît publiquement avoir été abusée intimement durant sa captivité. Cette même année, son histoire a également été adaptée en film appelé 3096 Stage, donc traduit en 3096 jours. D'ailleurs, le scénariste et réalisateur de ce film, Bernd Enginger, est décédé 2 ans avant la diffusion de celui-ci. Natascha Kampusch a assisté à ses funérailles. Le scénario du film sera terminé par Ruth Thomas. De nombreuses rumeurs circulent en Autriche et en Allemagne affirmant que Natascha serait tombée enceinte de son ravisseur et que cet enfant aurait été enterré dans le jardin, mais Natascha n'a jamais abordé ce sujet qui demeure à ce jour rien de plus qu'une spéculation. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un petit like pour soutenir la chaîne et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous affiche à l'écran mes réseaux sociaux que vous pouvez aussi retrouver en description, ainsi que 2 autres de mes vidéos si vous ne savez pas quoi regarder après celle-ci. Moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle affaire criminelle. Ciao!